Bienvenue à toutes et à tous. Nous allons démarrer un nouvel exercice sur le solide indéformable. Cette fois-ci, nous allons analyser le mouvement d'un cylindre qui roule sans glisser le long d'un plan incliné. Donc il est en train de rouler puis il descend. Rappelez-vous, le solide, c'est le système que vous étudiez. Ce n'est pas un référentiel relatif. Peut-être vous m'avez entendu le dire sur une autre vidéo. Si c'est arrivé, j'ai eu tort. Mathématiquement, ça n'a pas changé la résolution du problème, mais c'est vraiment une question de rigueur, d'analyse. C'est le système que vous étudiez. Ce n'est pas un référentiel dans lequel vous étudiez, par exemple, le mouvement d'un pendule. Donc, votre système est le solide indéformable. Donc, quand on parle de vitesse ici, quand je vais introduire des vitesses ou autres, elles sont toutes absolues. Ce sont les vitesses définies par rapport au référentiel terrestre qui est considéré comme inertiel ici. Donc, juste que je vous fasse un récapitulatif de la situation. Nous avons un plan incliné d'angle alpha constant, un repère O, E1, E2, E3 est fixé au plan incliné qui fait partie du référentiel terrestre considéré galiléen. Vous voyez que les vecteurs unitaires sont alignés parallèlement et orthogonalement au plan. Un cylindre plein de masse M, de centre de gravité G, de rayon R, est en train de rouler sans glisser le long de ce plan. Il est soumis bien sûr à son poids, mg, une réaction normale du plan qui l'empêche de s'enfoncer dans le plan et une force de frottement qui lui permet de tourner justement. Sans cette force de frottement, il ne tournerait pas. Son point de contact est P et ce cylindre roule sans glisser. Et là, c'est capital pour vous de retenir ça, que si le cylindre roule sans glisser, la force de frottement qui est ici est non dissipative. Elle ne dissipe pas d'énergie. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de mouvement relatif entre les deux surfaces ici, d'accord? Comme il y a un roulement sans glissement, le point de contact ici, et vous allez me dire, il a une vitesse qui est nulle. Pourquoi? Parce que sa vitesse est égale à la vitesse du support. Et le support est immobile dans le référentiel ici. Donc sa vitesse, oui, est nulle. Donc il n'y a pas de vitesse relative entre les deux surfaces. Donc la force de frottement ici est non dissipative. Néanmoins, elle est clairement là. Elle a une valeur qui est totalement différente de 0. Et on va voir en fait à travers les équations que oui, elle va agir comme une sorte d'intermédiaire entre l'équation ou les équations fournies par le théorème du moment cinétique, ici on va en avoir une, et celle fournie par le théorème du centre de masse. Et dans notre réponse finale sur l'accélération du centre de gravité, qui va être directement liée aussi à l'accélération angulaire du solide, eh bien, la force Ff ne va pas apparaître. Donc ça, on va le démontrer. Donc rappelez-vous, roulement sans glissement, la force de frottement ici qui permet au cylindre de tourner ne dissipe pas d'énergie. C'est ça qui est un peu perturbant en général. Bon, enfin, moi, ça me perturbait. La première fois que je voyais, je me disais tout le temps ici, il y a une force de frottement. Du coup, enfin, mon cylindre devrait décélérer, etc. Enfin, ça me posait quelques problèmes, on va dire comme ça. Mais non, c'est bien le cas. Et je me disais aussi dans des problèmes où on n'a pas un plan incliné, mais un cylindre qui roule sur un sol plat, on lui donne une vitesse initiale, pas de frottement dissipatif de l'air ou autre, puis il roule sans glisser à l'infini. Lorsque je regardais mes équations, je me dis, mais enfin, c'est pas possible. Si je fais le théorème du centre de masse, j'ai clairement une force qui s'oppose au mouvement, donc mon cylindre va s'arrêter. Mais si vous appliquez aussi le théorème du moment cinétique, vous allez voir, et par la condition de roulement sans glissement, qu'il y a un lien direct entre vitesse du centre de masse et la vitesse angulaire, donc accélération du centre de masse et l'accélération angulaire du solide, qui fait que vous allez trouver que l'accélération angulaire en fait est nulle, l'accélération du centre de masse est nulle, donc la vitesse du centre de masse est constante et la vitesse angulaire est constante aussi. Donc ça, on va le voir, on va le faire. Maintenant, venons-en au fait. Référentiel terrestre considéré galiléen. Les repères. Le premier, c'est le repère O, E1, E2, E3 fixé à notre référentiel cartésien, le classique que nous mettons toujours, et maintenant vous devrez être totalement familier avec ce repère. L'autre repère que nous utilisons, c'est un repère d'inertie qu'on a fixé au cylindre en son centre de gravité. Epsilon 1, epsilon 2 et epsilon 3, orthogonales au plan du tableau, donc aussi égal à E3, sont ces vecteurs unitaires. Ce repère est aligné selon les axes principaux d'inertie du solide de votre cylindre. Si votre cylindre est homogène et s'il est hautement symétrique, alors si votre solide est homogène et s'il est hautement symétrique comme c'est le cas ici de votre cylindre, alors ces axes ici correspondent aux axes de symétrie du solide. D'accord? Ce qui fait que votre tenseur d'inertie va être diagonal. Maintenant, si vous avez un solide qui est très particulier, une forme étrange, masse non homogène, etc., par un théorème d'algèbre, vous pouvez encore diagonaliser votre tenseur d'inertie et trouver l'orientation du repère d'inertie telle que ce tenseur soit diagonal. Néanmoins, ça demande beaucoup de calculs et ça, comme je l'ai dit aussi la dernière fois, vous pouvez le voir en algèbre linéaire et le pratiquer par vous-même. Donc là, ici, on considère qu'il est homogène et du coup, aligné sur les axes de symétrie de votre solide, vous obtenez directement un tenseur qui est diagonal.
Maintenant, je ferai aussi remarquer que ce solide est tellement symétrique, ce n'est pas un cube par exemple, parce que là, le repère d'inertie doit tourner avec le solide, d'accord? Parce que s'il ne tourne pas, votre solide, lui, tourne, et il se peut qu'à un moment, votre axe, eh bien, il soit plus le long d'un axe d'inertie, principal d'inertie du solide. Ce qui est le cas pour un cube, parce que votre cube, ou là, on supposerait un carré, s'il tourne, bah, vous voyez bien qu'à un moment, on va arriver sur on va passer par le sommet, à un moment, on va passer par la tranche du cube, etc. Donc là, notre tenseur d'inertie ne va pas forcément rester diagonal. Par contre, ici, eh bien, vu que c'est un cylindre, vous voyez que peu importe où je prenne dans la tranche, bah, j'ai le même moment d'inertie, pour peu que mon cylindre soit homogène. Donc en fait, je pourrais garder un repère qui est fixe sur ce cylindre et traiter le problème. Mais je ne vais pas le faire, juste pour vous habituer à travailler avec un repère d'inertie qui tourne avec le solide, car si votre solide, par exemple, comme j'ai dit, est une forme carrée, rectangulaire ou autre, ou que sais-je, là, il doit absolument tourner avec ce dernier, d'accord? Parce que le moment d'inertie va changer dans le temps, sinon. Peut-être que, alors j'ai pas étudié la question, enfin j'ai pas porté jusqu'au bout, peut-être que le tenseur resterait encore diagonal, dans ce cas-là, d'inertie, mais à coup sûr le moment d'inertie ne serait pas constant, ce qui vous poserait problème lorsque vous prenez la dérivée du moment cinétique après, par rapport au temps. Donc ici, c'est pas le cas, on est tranquille. Donc je précise, donc ce fameux G epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 qui est fixé au centre de masse du solide, qui tourne avec le solide, qui est le repère d'inertie, qui n'a rien à voir avec le référentiel d'inertie. C'est un outil mathématique ici, repère d'inertie, qui est fixé au solide, tel que notre tenseur d'inertie diagonale. Le système, c'est le cylindre homogène de masse m, de rayon r. M de rayon r. Alors j'ai mis un grand M, mais je devrais mettre un petit m parce que j'ai déjà appelé le poids mg là-bas avec un petit m. Le tenseur d'inertie, je vais le mettre aussi comme caractéristique de notre solide. Tenseur d'inertie en G. Donc, il est défini selon le repère d'inertie. Ça va être I1, 0, 0, 0, I2, 0, 0, 0, I3. Voilà. Ne casse pas la tête. Donc, c'est les moments d'inertie selon les axes 1, 2 et 3. Et là, vous pouvez déjà me dire en fait, que le moment d'inertie selon 1 ou 2 sera le même. C'est le cas, mais bon, je laisse une formulation générale. Le modèle de force, nous avons le poids qui agit sur notre solide. Donc nous avons mg qui est égal à, eh bien là, je sais que j'ai un angle alpha. Donc je pourrais projeter mes forces dans le repère d'inertie, d'accord, ici. Je ne vais pas le faire, parce que le théorème du moment cinétique, il vous dit la somme des moments de force extérieure, donc ici qu'on va appliquer en G, va être égal à la dérivée du moment cinétique en G. Le moment cinétique va être défini dans le repère d'inertie, sa dérivée également. Et les moments de force aussi doivent être définis dans le moment d'inertie. Mais il se peut que calculer une force dans un autre repère et calculer son moment d'inertie avec un vecteur position défini par ce même repère, on obtient une réponse et après le définir dans le repère d'inertie, c'est plus simple que de définir directement les forces dans le repère d'inertie et de faire les produits vectoriels. Est-ce que vous m'avez suivi là-dessus? Donc les forces, on va les projeter dans le repère ici, on va calculer nos moments de force et après on va convertir notre réponse dans le repère d'inertie. Donc mg, ici, ça va être le classique, ça va être du moins mg. Donc là, on va avoir un cosinus alpha qui va aller sur le E2 et un sinus alpha qui va aller sur le E1. Donc on va avoir du moins E1, du moins E2. Donc j'ai mis le moins déjà devant. Voilà, sinus alpha E1 plus cosinus alpha E2. Donc ça, c'est le poids. Maintenant, on va définir la réaction normale, toute simple, n est égal à n, donc n vectoriel est égal à n, E2. Et notre force de frottement, alors on ne connaît pas sa norme, hein. Je n'ai pas dit que c'était forcément lié à la réaction normale du support, il y a un lien, mais je n'ai pas défini comme une force de frottement statique ou autre, donc je vais simplement garder le terme FF. Je vais retirer la notation vectorielle, et ça va être le long de E1, il est collinaire et dans le même sens que E1. Voilà. Donc là on a tout défini pour attaquer notre problème. Eh bien, démarrons. On va appliquer les lois de la dynamique. Vous avez un solide indéformable, vous avez besoin du théorème du moment cinétique, en G, ou en un autre point, pour peu qu'il soit fixe. G, ça marche, hein, même s'il bouge, le théorème du moment cinétique fonctionnera selon la formulation que je vais vous donner. En fait, vous pouvez l'appliquer pour tout point, mais je ne vous donne pas la formule générale. Elle impliquerait, si un point, vous faites le théorème du moment cinétique en un point qui n'est pas fixe, un produit vectoriel vient entre la vitesse du centre de masse et la vitesse de ce point. Ce que vous voulez éviter de faire la plupart du temps. Donc le théorème du centre de masse, déjà, c'est la deuxième loi de Newton appliquée en G, en fait. C'est la deuxième loi de Newton
pour G. Alors, ça va être assez simple. Notre point G, le centre de masse, on voit qu'il se déplace seulement parallèlement au plan incliné, il n'a pas de mouvement selon E2. Donc on va directement dire qu'on a mx1g. Rappelez-vous de définir de quel point vous parlez. mx1g, point, donc c'est l'accélération du centre de masse, va être égal à la somme des forces extérieures. Donc là, ça va être la composante selon E1. Donc parce qu'en E2, il y a les forces se compensent. Donc on a ff moins mg sin alpha. Donc ça, c'est une première équation. Mais vous n'avez pas fini. Si vous donnez juste ça à l'examen, vous serez loin d'avoir tous les points. Donc là, on va aller chercher aussi les autres points et la compréhension pour les autres points. Donc théorème du moment cinétique. Là, vous expliquez le phénomène de translation de votre solide. Maintenant, vous voulez expliquer le phénomène de rotation. Donc on va dire que la somme des moments de force extérieure en G est égale à la dérivée du moment cinétique en G. Alors, les moments de force extérieure, ça va être assez simple, ça va être... Vous prenez en fait, vous partez du point G et vous créez des vecteurs position partant du point G jusqu'au point d'application des forces. Il se trouve que mg s'applique en G, donc ce moment de force va être nul, car on obtient gg cross mg, le vecteur gg et le vecteur nul. Après, on a gp cross n, sauf que n et gp sont collinéaires. Or, le produit vectoriel de deux vecteurs collinaires est nul. Donc le moment de force de n est aussi nul. Maintenant, et c'est en tout temps que c'est le cas, parce que n reste orthogonal au plan par définition. Ensuite, on a gp cross ff, en fait c'est le seul moment de force qui n'est pas nul en G. Donc c'est celui qu'on va écrire. Gp cross la force de frottement est égal à la dérivée du moment cinétique. Le moment cinétique, on sait déjà, ça va être le tenseur d'inertie en G, qui prend en produit matriciel le vecteur de vitesse angulaire de notre solide. Maintenant, Gp, je peux le définir comme le rayon. Et là, on voit que, ma foi, Gp, il reste toujours orthogonal au plan. Parce que le point de contact, alors là aussi, rappelez-vous, dans un roulement sans glissement, ici, le point de contact P. Alors, si vous suivez, là, vous mettez une tache d'encre sur la roue. Je suis d'accord que quand elle va tourner, là, votre tache d'encre, elle va monter. Puis vous vous dites, ah, mais P, il a monté, donc il n'est plus là. Non, en fait, P, le point de contact, c'est le point qui joue le rôle de point de contact, d'accord, en tout temps. Donc, si vous ne pouvez pas me dire que c'est un point donné en fait de la périphérie du cercle, à chaque instant qui passe, c'est un autre point de la périphérie du cercle qui fait le rôle de point de contact, vu que le cylindre tourne. Donc le point P, en fait, ici, c'est celui qui joue le rôle de point de contact. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner, votre cylindre fait un angle phi par rapport à l'axe horizontal qui est défini par le vecteur, par rapport à l'axe qui est parallèle au plan incliné défini par le vecteur unitaire E1. Donc, dans le référentiel absolu, la vitesse angulaire du cylindre va être phi point. Phi point, vu que le plan de rotation est dans le plan du tableau, défini par OE1, E2, ou G, epsilon 1, epsilon 2, la vitesse angulaire va être en phi point fois le vecteur E3 ou epsilon 3, parce que c'est les mêmes. On va avoir R cross. Donc j'ai oublié de simplement mentionner R, oui, GP, mais ça va en moins. Pardon. Donc c'est moins R, E2, GP. Produit vectoriel, FF, le long du vecteur unitaire E1. Maintenant on a ici, alors je sais, là on va avoir des trucs qui vont s'exprimer, je vous l'ai dit, je fais le moment de force, après je vais le convertir dans le repère d'inertie. Donc on a la dérivée qu'on garde, Maintenant, on va faire le produit matriciel. On a I1, I2, I3, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc tout ça, c'est les moments d'inertie en G, d'accord, selon les axes d'inertie définis par epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Qui prend produit matriciel, eh bien, notre vecteur de vitesse angulaire va être défini comme 0, 0, phi point. En effet, ce que je vous l'ai dit, oméga, c'est égal à phi point, E3 ou epsilon 3, parce que c'est les mêmes vecteur unitaire, une rotation dans le plan. Ça, c'est quelque chose qui est très pratique à utiliser. Oui, donc vous avez phi point E3 ou phi point epsilon 3. Rappelez-vous que phi point est une pseudo-norme. Positive si la rotation est trigonométrique, négative si la rotation est horaire. Je sais que dans une des vidéos, une fois, j'ai défini
la vitesse angulaire, comme ici j'avais fixé la norme parce que je savais que mon solide tournait forcément dans un sens, dans un mouvement qui était imposé, je vous recommande d'éviter de faire ça. Gardez plutôt la définition de pseudo-norme. Positif si trigonométrique, négatif si rotation horaire. Très bien, donc là c'est la dérivée de tout ça, hein, de ce produit matriciel qu'on va avoir. Ici on fait le produit vectoriel, on a E2, E1, E2, E1, on met notre main droite le long de E2, on rabat selon E1, on obtient moins E3. Donc ici on va avoir moins RFF, moins E3, donc ça nous donne du plus RF, F, E3. Or, les vecteurs unitaires E3 et epsilon3 sont les mêmes, donc je vais directement exprimer mon moment de force dans le repère d'inertie. Vous voyez, donc c'était beaucoup plus simple de faire le moment de force dans le repère lié au référentiel et après de convertir cette réponse dans le repère d'inertie. Parce que ici, ça va être une réponse en repère d'inertie et ici aussi. Donc là, produit matriciel, vous faites ça fois ça, vous additionnez les termes, ça fois ça, donc là, ça va vous donner du 0, là aussi du 0. Il vous reste seulement I3 phi point epsilon 3. Donc vous avez la dérivée temporelle de I3 phi point. N'oubliez pas le vecteur unitaire. Je suis d'accord, ici, il ne va pas avoir de dérivée temporelle, donc il va être traité comme une constante dans la dérivée temporelle. Mais ce ne sera pas le cas avec des mouvements à effet gyroscopique. Je vous invite à voir une des vidéos que j'ai faites là-dessus. C'est assez calculatoire. Donc, ici, avant, je sais, deux vecteurs sont égaux si et seulement si leurs composantes sont égales, certes, mais juste calculons la dérivée temporelle de tête avant de faire ça. I3 est une constante, epsilon 3 est une constante, d'accord ? Il ne change pas de norme, sa norme est fixée à 1, il ne change pas de direction. Alors je sais qu'il translate, hein, le cylindre va descendre le long du tableau, mais vous voyez que votre vecteur unitaire ne va pas changer de direction, il reste orthogonal au plan du tableau. Donc en fait c'est seulement phi point qui va prendre la dérivée, on va avoir de l'accélération angulaire. Donc je peux directement projeter cette réponse, et où est-ce que je vais la mettre? Ma foi, je vais la mettre là. Hein. On va avoir R, FF, qui est égal à I3, phi point point. Ça je vais l'encadrer en rouge. Donc c'est ma deuxième équation en fait que j'ai obtenue. Donc RFF, I3, phi point point. Donc après j'ai dit deux vecteurs sont égaux si et seulement si leurs composantes sont égales et j'obtiens directement une équation scalaire. Voilà, donc j'ai ces deux équations là. Et je vous ai dit, on va s'en servir. Ici on a du FF, ici aussi on a du FF. On va relier les deux équations et obtenir une seule réponse. Mais avant de relier FF, donc simplement d'isoler FF ici et de remplacer par exemple là, on va aussi exprimer phi point point en fonction de x1g point point. Et pour ça on va faire appel à la condition de roulement sans glissement. La vitesse d'un point du solide est définie comme telle. Tout ça, je vous ai dit, c'est des vitesses absolues. Hein. Notre référentiel, c'est le référentiel terrestre considéré galiléen. Il n'y en a pas d'autre. La vitesse d'un point P quelconque du solide va être égale à la vitesse de son centre de masse plus la vitesse angulaire du solide pris en produit vectoriel avec le vecteur GP. Maintenant, on a un roulement sans glissement avec un support qui est immobile. La vitesse du point de contact est égale à la vitesse du support. Or, le support est immobile dans le référentiel. Par conséquent, la vitesse ici du point P est nulle. V de G, maintenant je peux l'exprimer. Vous savez que c'est seulement le long du plan incliné. Il n'y a pas de composante selon E2. Donc je peux directement dire qu'ici j'ai X1G avec le vecteur unitaire E1. D'accord ? Maintenant, peut-être même je peux... Est-ce que je peux le préciser? Oui, je vais l'exprimer comme ça. Maintenant, ici, j'ai plus oméga cross GP. Alors, je vais avoir plus phi point E3. J'exprime en E3 parce qu'un produit vectoriel, les deux vecteurs doivent être dans le même repère. Et GP, c'est beaucoup plus simple de l'exprimer dans le repère cartésien. Donc, je vais avoir moins R, E2. Donc, ici, je me retrouve avec du 0 est égal à x1. Pardon, ici, j'ai un point, hein, bien sûr. C'est une vitesse. x1. G point, donc x point G, E1, plus phi point, donc j'ai E3, E2. Ouais, hop, je suis parti trop loin. Donc le produit vectoriel de E3 avec E2, bien E3 il sort du tableau, on rabat vers E2, on obtient un moins E1. Vu qu'ici j'ai déjà un moins, je vais obtenir un plus. Donc j'obtiens plus phi point R E1. Maintenant, je peux projeter selon E1 et obtenir une équation scalaire où j'obtiens x1g point est égal à, je le rabats de l'autre côté, moins phi point R. Et ça, c'est la condition de roulement sans glissement. Maintenant, juste avant d'expliquer pourquoi, je vais vérifier s'il me reste assez de temps. Oui, largement assez, c'est parfait.
Alors pourquoi vous avez un moins ici? Donc vous avez compris qu'ici j'ai simplement projeté selon l'axe E1. J'aurais pu aussi passer ça de l'autre côté, dire deux vecteurs sont égaux si et seulement si leurs composantes sont égales. Eh bien, j'ai exprimé x1, vous voyez la vitesse du centre de masse, j'ai exprimé simplement selon E1. Voilà, comme ça. Maintenant, ça, bah pareil, c'est une sorte de, c'est une pseudo-norme, c'est pas une norme, ça peut être positif ou négatif, la quantité ici. Du coup, là, ce que j'obtiens, c'est si, alors analysons aussi, rappelez-vous, si j'ai une rotation trigonométrique du solide, parce que R est constant et positif, si j'ai une rotation trigonométrique du solide, phi point est positif. Donc j'obtiens positif, positif, avec un moins c'est du négatif. Donc si la rotation est trigonométrique, x1, donc la composante selon le plan incliné de la vitesse de g, est négative. Ce qui veut dire qu'il va dans le sens opposé à E1, le centre de masse. Est-ce que c'est le cas? Bah, mon solide, il tourne dans le sens trigonométrique, le point G va se déplacer comme ça, dans le sens opposé à E1. Donc la réponse que j'ai trouvée est consistante avec la physique du problème. Maintenant, je vous ai dit, on va trouver les équations du mouvement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ce qu'on avait. On avait m x1 g, alors g petit g1, donc je parle de l'accélération du centre de masse, est égale à la force de frottement moins le poids, la composante du poids parallèle. Et ensuite, j'avais RFF est égal à I3 phi point point. Donc ça, c'était obtenu par le théorème du moment cinétique. Maintenant, vous voyez ici, je peux dériver par rapport au temps cette expression des deux côtés. Donc j'obtiens l'accélération, selon G, est égale à moins phi point point R. Donc, j'obtiens que phi point point est égal à moins x1 G point point divisé par R. Et cette expression-là, je vais la remplacer là-bas, ici. Donc je vais obtenir... qu'est-ce que je vais obtenir? Oui, j'appelle cette équation 1, j'appelle cette équation 2. Je prends l'équation 2, j'isole pour FF, donc j'obtiens FF est égal à I3 divisé par R fois phi point point. Mais je sais que phi point point, c'est aussi moins x1 G point point divisé par R. Donc j'obtiens FF est égal à I3 divisé par R moins x1 G point point divisé par R. Et faites confiance à vos signes, d'accord? N'allez pas changer les signes en cours de route ou réfléchir. Si vous avez bien vérifié comment vous avez posé, on a fait la démonstration, c'est correct. Vous maintenez le signe dans vos calculs et vous allez jusqu'à la fin. Et votre réponse va être consistante avec la façon dont vous avez posé votre problème. Je remplace maintenant FF dans l'équation 1. Donc je vais appeler ça, je ne sais pas, 3. Appelez. Je lance 3 dans 1. Et j'obtiens M x1 G point point est égal à, eh bien là je vais avoir du I3 divisé par R carré, je peux dire, j'ai un moins, x1 G point point, moins mg sin alpha. Donc, si je ramène ça de l'autre côté, je vais pouvoir factoriser, je vais obtenir du x1 G point point facteur de... donc ça va être bien, oui, c'est bien de la masse, m plus I3 sur R carré. J'ai ramené ce terme-là de l'autre côté qui doit être égal à moins mg sin alpha. Donc j'obtiens que l'accélération du centre de masse est définie par... Alors si je ramène ça sur R carré, donc je vais obtenir R, je le mets au même dénominateur. J'ai R carré M plus I3 divisé par R carré. Donc en divisant, ça revient à inverser la fraction. J'obtiens moins mg sin alpha R carré divisé par I3 plus R carré M. Voilà, et là j'ai ma réponse. Et oui, il y a le signe moins, pourquoi? M est positif, G est positif, sin alpha est positif, R carré est positif, I3 positif, donc tout ça c'est positif et ça c'est négatif. Ben, c'est correct, l'accélération a bien lieu dans le sens opposé à E1 pour le cylindre. Je le lâche, puis le centre de masse il se déplace bien dans le sens opposé à E1, d'où le signe moins. Donc je vous ai dit, faites confiance à vos signes. Je vais simplement vérifier que ma réponse est consistante avec ce que j'avais trouvé avant. Oui, alors moi j'avais le roulement sans glissement, j'avais défini dans l'autre sens, d'où le fait que j'ai pas le même signe. Puis au passage, j'avais oublié quoi? Qu'est-ce que j'avais oublié?
Oui, j'avais remplacé ça par ça. Très bien. Si je le ramène de l'autre côté, mais qu'est-ce qui me manquait? Ah oui, ici, il me manquait simplement la définition de la masse, il me semble. Non, ça me paraît correct, hein. Ce que j'ai écrit là sur ma feuille, au niveau dimensionnel, c'est pas bon. J'avais fait ça trop vite, mais ce que j'ai fait au tableau me paraît bien correct, en tout cas. Je revérifie juste. Alors, oui, ça je suis d'accord. Maintenant c'est juste en bas. Je suis d'accord avec le moment d'inertie. Pourquoi j'ai simplement un moins r carré ici? C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi? Ben voilà, j'ai une accélération, d'où... Pourquoi je n'ai pas l'autre terme? Oui, parce que j'avais oublié de multiplier par la masse. Donc non, parce que là, ce que vous avez sous les yeux, c'est correct. C'est correct. Voilà. Donc j'espère que là, ça vous a été utile et que maintenant vous êtes convaincu que cette force de frottement ne dissipe pas en fait et elle n'apparaît pas ici. Vous avez simplement une accélération qui est certes moins grande si l'inertie de votre cylindre est plus grande. Voilà. Le moment d'inertie, je voulais dire. Donc sur ce, j'en finis là et puis je vous dis bon courage et pratiquez, surtout essayez de voir un peu les effets gyroscopiques, c'est si intéressant lorsque votre vitesse angulaire du solide a plus qu'une composante. Là, vous devez faire appel aux équations d'Euler. C'est le théorème du moment cinétique en fait, qui a déjà été développé directement en 3 équations qui sont données par toutes les composantes qui sont exprimées dans le repère d'inertie, pour la vitesse angulaire, les moments de force, etc. Et puis là, vous pouvez directement résoudre. Donc, c'est les équations d'Euler pour le théorème du moment cinétique pour obtenir les équations du mouvement, enfin du moment cinétique pour un solide non déformable, peu importe son mouvement. Donc, c'est de façon générale, c'est bon à noter dans un formulaire. Voilà, merci.